Il existe quelque part sur cette planète des bouts de terre tellement interdits que le simple fait d'y poser le pied peut vous envoyer en prison, voire vous coûter la vie. Et non, il ne s'agit pas de cette fameuse île privée liée à un financier tombé en disgrâce que tout le monde connaît déjà. Voici un tour d'horizon des îles les plus interdites au monde, des endroits qu'aucun voyageur ordinaire ne pourra jamais atteindre. Chacune figure sur cette liste pour une raison bien différente. Certaines sont verrouillées par des gouvernements, d'autres restent scellées par des siècles de traditions religieuses ou culturelles. Quelques-unes sont tout simplement trop dangereuses pour qu'on s'en approche. Et plus on avance dans cette liste, plus les histoires deviennent étranges. Une des îles à venir interdit l'accès selon le genre de la personne. Une autre, située aux États-Unis, grouille de singes porteurs d'une maladie et est marquée au tatouage pour les identifier. Une ancienne île soviétique a servi de terrain d'essai pour des armes biologiques, et elle n'existe même plus, techniquement, en tant qu'île. Quant à la toute dernière de cette liste, elle a connu une période effrayante où un homme autoproclamé roi a terrorisé tous ceux qui étaient pris au piège avec lui. Oui, cette liste devient sombre et étrange très vite. Commençons par la première île. Cette première île n'est pas dangereuse, elle ne grouille pas d'animaux sauvages et n'a rien à voir avec des superstitions. Elle est interdite à cause de ce qui y a été construit et à cause de ceux qu'il a fallu faire disparaître pour laisser la place. Vue de l'extérieur, elle ressemble à un coin tropical paisible parmi tant d'autres, mais elle influence discrètement des événements mondiaux majeurs dont la plupart des gens n'entendent jamais parler. Diego Garcia est une minuscule île corallienne située au beau milieu de l'océan Indien, l'une des nombreuses îles qui composent l'archipel des Chagos, actuellement sous administration du Royaume-Uni. Sur une carte, elle paraît totalement banale, plate, tropicale, coupée de tout. Mais ce qui la rend interdite n'a rien à voir avec sa forme ou son emplacement. Tout est une question de politique. À la fin des années 60, toute la population originaire de l'île, le peuple chagosien, a été chassée de force. Des familles entières qui vivaient là depuis des générations ont été déplacées à des milliers de kilomètres, la plupart vers l'île Maurice. Tout cela pour libérer le terrain à des fins militaires. On a dit à beaucoup d'entre elles que ce départ n'était que temporaire. Aucune n'a jamais été autorisée à revenir. Cet exode forcé a donné naissance à quelque chose que l'on ne voit presque plus aujourd'hui. Une île d'une grande valeur stratégique, sans le moindre civil, sans gouvernement local pour la surveiller et pratiquement inaccessible au public. Au fil des décennies, Diego Garcia est devenue bien plus qu'une simple base militaire. Elle était devenue un endroit où certains gouvernements pouvaient mener des opérations entièrement hors de vue. Pendant longtemps, les autorités de Washington comme de Londres ont nié que quoi que ce soit de tel se produise. Des enquêtes ont fini par prouver que Diego Garcia avait servi de point de ravitaillement et de transit dans le cadre du programme secret de restitution extraordinaire de la CIA. Des suspects de terrorisme y ont été discrètement transférés dans le cadre de transports clandestins entre différents centres de détention, la piste de l'île n'étant utilisée qu'à des fins logistiques. Des années plus tard, les autorités britanniques ont reconnu qu'au moins 2 de ces vols étaient effectivement passés par là. Les 2 gouvernements continuent d'affirmer qu'aucun interrogatoire n'a eu lieu sur l'île elle-même. Il n'empêche que son isolement extrême, rendu possible uniquement par l'exil de ses habitants d'origine, lui a permis de devenir un maillon essentiel d'un système bien plus vaste, conçu précisément pour échapper à tout contrôle judiciaire. Aujourd'hui, l'île abrite l'une des installations militaires les plus surveillées et les plus stratégiquement importantes au monde, gérée conjointement par les forces américaines et britanniques. On y trouve une immense piste d'atterrissage, des infrastructures navales, des systèmes de suivi par satellite et elle a joué un rôle dans plusieurs conflits au Moyen-Orient. Les civils ordinaires ne peuvent toujours pas y mettre les pieds, ni les touristes, ni les journalistes, ni même les familles d'origine qui en ont été chassées. Le caractère interdit de Diego Garcia n'a donc rien à voir avec un quelconque danger physique. Elle est interdite à cause de tout ce qu'elle a discrètement rendu possible, et parce que la vider de ses habitants en était le prix d'entrée. La suivante est une île située au large des côtes japonaises. Aucune clôture ne l'entoure, aucune patrouille ne la surveille, et elle n'est pas cachée du reste du monde. Ce qui en tient les gens à l'écart, c'est la tradition, des règles qui ont traversé les siècles et qui sont encore respectées aujourd'hui. L'immense majorité des gens ne pourra jamais y poser le pied, et pour tout un groupe de personnes, la réponse sera toujours non. Okinoshima est une petite île densément boisée, située entre l'archipel japonais et la péninsule coréenne. Rien dans sa taille ni dans sa forme ne la distingue particulièrement, et vue de loin, rien n'indique pourquoi elle est aussi étroitement surveillée. La réponse tient uniquement à la tradition. Depuis plus de 1500 ans,
L'île est considérée comme un lieu sacré dans la croyance shinto. Elle est rattachée au sanctuaire de Munakata Taisha, l'un des complexes religieux les plus importants du Japon, et servait autrefois à des rituels destinés à protéger les navires qui affrontaient les eaux dangereuses entre le Japon et le continent asiatique. L'accès a toujours été restreint, mais pas tout à fait de la façon à laquelle on pourrait s'attendre. Chaque année, Shalom-in, seule une poignée de visiteurs, généralement moins de 200, obtient le droit d'entrée, et tout se déroule en une seule journée désignée. Avant même de poser le pied sur le rivage, chacun doit se soumettre à un rituel de purification. Une fois sur place, rien ne peut être emporté, et par la suite, les visiteurs sont censés garder le silence sur ce qu'ils ont vécu. Mais il existe une règle qui définit ce lieu plus que tout autre. Les femmes n'ont pas le droit de fouler le sol d'Okinoshima. Un point c'est tout. Cette interdiction perdure depuis des siècles et reste appliquée aujourd'hui, ce qui fait de l'île l'un des rares endroits au monde où le genre d'une personne détermine, à lui seul, si elle peut entrer ou non. Les fouilles archéologiques aident à comprendre pourquoi ces règles ne se sont jamais assouplies. Les excavations menées sur l'île ont mis au jour plus de 80 000 offrandes rituelles datant approximativement du 4e au 9e siècle. Des objets comme des miroirs, des armes et des bijoux, dont une grande partie importée de Chine et de Corée. L'île n'a jamais été conçue pour être habitée, mais pour être vénérée. En somme, Okinoshima n'est pas interdite parce qu'elle est dangereuse ou cachée. Elle l'est parce que sa protection n'a jamais été interrompue en plus de 1000 ans. La troisième île de cette liste appartient à la Norvège et se trouve très loin, en plein océan Atlantique Sud. Presque personne ne l'a jamais vue de ses propres yeux, et encore moins de gens sont réellement parvenus à y débarquer. Son interdiction n'a rien à voir avec la religion ou la politique. Elle tient uniquement à son éloignement extrême de tout le reste de la planète. L'île Bouvet flotte dans l'Atlantique Sud et appartient techniquement à la Norvège, même si elle est plus proche de l'Antarctique que de toute terre habitée. Elle a été aperçue pour la première fois en 1739. Mais celui qui a noté ses coordonnées s'est trompé, et l'île a pratiquement disparu des cartes pendant des décennies. Ce n'est qu'au XIXe siècle que des explorateurs sont enfin parvenus à l'atteindre, et une fois sur place, ils ont compris pourquoi elle avait été si difficile à localiser. Bouvet ne possède aucun port naturel, et une grande partie de son littoral est composée de falaises abruptes et de glaciers qui plongent directement dans la mer. Encore aujourd'hui, y débarquer reste rare, et la plupart des expéditions doivent recourir à des hélicoptères, en profitant de brèves fenêtres météo favorables. En raison de son isolement, la Norvège a classé Bouvet comme réserve naturelle strictement protégée. Y poser le pied sans autorisation officielle du gouvernement est illégal et l'accès est pratiquement réservé aux expéditions scientifiques. Quiconque s'y rend sans permission enfreint la loi. Cette restriction s'explique en partie par des raisons écologiques. Aussi hostile qu'elle paraisse, l'île abrite en réalité d'importantes colonies de manchots et de phoques, dont l'une des plus grandes populations d'otaries à fourrure antarctiques au monde. Ces animaux ont évolué presque sans contact avec l'être humain, ce qui les rend particulièrement sensibles à la moindre perturbation. L'un des chapitres les plus étranges de l'histoire de l'île remonte à 1964, quand une équipe sud-africaine est tombée sur un canot de sauvetage abandonné près du rivage. Aucune épave n'a jamais été retrouvée à proximité, aucun équipage n'est réapparu et rien n'expliquait comment ce canot avait pu arriver là. Il était d'ailleurs en assez bon état, ce qui laissait penser qu'il n'avait pas dérivé très longtemps. Encore aujourd'hui, personne n'a réellement résolu ce mystère. Bouvet ne compte aucune construction permanente, aucune source d'eau douce et aucune trace d'un quelconque peuplement durable. Elle existe presque entièrement en dehors de toute activité humaine, visitée seulement de temps à autre par des équipes scientifiques. Vient ensuite une île du Pacifique qui, vue du ciel, ressemble à un paradis. Mais son statut d'île interdite n'a rien à voir avec son isolement ou d'anciennes coutumes. Celle-ci a été délibérément choisie, puis transformée de manière irréversible par des décisions humaines, des décisions qui ont contraint toute sa population à partir. Ce qui s'y est passé a changé pour toujours, à la fois le territoire et les habitants qui y vivaient autrefois. L'atoll de Bikini fait partie des îles Marshall, en plein Pacifique central. Avant de se forger sa réputation d'île interdite, il abritait une communauté modeste et bien établie qui vivait depuis des générations de la pêche, de la culture du cocotier et de la lagune environnante. Tout a changé en 1946. Le site fut choisi pour servir de zone d'essai nucléaire et l'on demanda aux habitants de l'atoll de partir, en leur assurant qu'il s'agissait d'un déplacement temporaire réalisé pour le bien de l'humanité. Au cours des 12 années suivantes, 23 engins nucléaires furent détonés dans et autour de l'atoll. L'un de ces essais, baptisé Castle Bravo et déclenché en 1954, se révéla être l'explosion nucléaire la plus puissante jamais réalisée là-bas, dépassant de loin les calculs initiaux des scientifiques. Ces explosions ont littéralement vaporisé des îlots, contaminé le lagon et dispersé des retombées radioactives sur d'immenses zones du Pacifique.
Bikini fut physiquement bouleversé, mais le coût humain fut plus lourd encore. Des années plus tard, lorsque les habitants furent enfin autorisés à revenir, les analyses révélèrent des niveaux de radiation dangereusement élevés, aussi bien dans la nourriture que dans le sol. Ils furent évacués une nouvelle fois. Définitivement cette fois. L'atoll demeure officiellement inhabité à ce jour. Le niveau de radiation a diminué avec le temps, mais il reste jugé trop dangereux pour qu'on y vive durablement. Sur le plan légal, l'atoll reste interdit d'accès, réservé à des expéditions scientifiques étroitement encadrées et à des sorties de plongée rigoureusement réglementées. Curieusement, cette interdiction a produit un effet secondaire inattendu sous l'eau. La pêche et presque toute activité humaine ayant cessé, la vie marine du lagon s'est spectaculairement redressée. Les populations de poissons ont augmenté, les coraux se sont peu à peu reconstitués et les navires de guerre engloutis au fond de l'eau se sont transformés en récifs artificiels grouillants de vie. Aujourd'hui, Bikini est souvent cité comme l'un des écosystèmes marins les plus sains de tout le Pacifique, non pas malgré ce qui s'y est passé, mais précisément parce que les habitants ont été contraints de partir. Le caractère interdit de l'atoll de Bikini tient en un mot, sacrifice. Il ne s'agit pas d'un abandon accidentel, mais d'une transformation si radicale qu'un retour n'a plus jamais été envisageable. La 5e île de cette liste est interdite pour une raison que nous n'avons pas encore abordée. Elle n'a rien à voir avec des armes, une contamination ou un quelconque dommage écologique. Cette interdiction existe pour protéger les habitants qui y vivent, mais aussi pour protéger tout étranger de ce qui pourrait lui arriver s'il tentait d'entrer en contact. S'approcher de cette île est illégal, et par le passé, des tentatives de débarquement s'y sont terminées dans le sang. L'île de Sentinelle du Nord se trouve dans le golfe du Bengale, au sein des îles Andaman. Vue d'en haut, elle ressemble à d'innombrables autres îles tropicales. Forêts denses, côtes bordées de récifs, loin des grandes routes maritimes. Mais son statut d'île interdite n'a rien à voir avec le terrain lui-même. L'île abrite le peuple Sentinelle, l'une des dernières tribus véritablement non contactées sur Terre. On pense qu'ils y vivent depuis des dizaines de milliers d'années, perpétuant un mode de vie de chasseurs-cueilleurs totalement coupé du monde moderne. Les sentinelles ont fait comprendre, sans la moindre ambiguïté, qu'ils ne veulent aucun contact avec l'extérieur. Quiconque s'approche est accueilli par une hostilité armée immédiate. Arc, flèche, lance. Il ne s'agit pas d'un geste symbolique. Cela a été documenté de façon constante depuis des décennies. Les autorités appliquent une politique stricte de non-intervention, interdisant tout déplacement à plusieurs kilomètres des côtes de l'île. Cette politique repose sur deux réalités. D'abord, les sentinelles n'ont aucune immunité face à des maladies que la plupart d'entre nous jugent de banales, ce qui signifie qu'une infection, même légère, pourrait potentiellement décimer toute leur population. Ensuite, chaque tentative de contact répété a confirmé qu'ils ne veulent aucune interaction, quelles que soient les circonstances. Plusieurs incidents sont venus renforcer le bien-fondé de cette politique. En 2018, un missionnaire a tenté de débarquer illégalement sur l'île et a été tué peu après avoir atteint le rivage. Cette mort a conduit au renforcement des patrouilles et à un contrôle plus strict de la zone interdite environnante. Contrairement à la plupart des autres îles de cette liste, Sentinelle du Nord n'est pas fermée pour protéger des secrets ou des installations. Elle a été fermée pour préserver quelque chose de véritablement rare aujourd'hui. Une société qui a choisi, de son propre gré, de rester totalement à l'écart du monde moderne. La 6e île de cette liste se trouve à quelques minutes de bateau seulement d'une grande ville européenne. Des vaporetti passent près d'elle chaque jour, et pourtant, y débarquer est totalement exclu. Elle n'est ni isolée, ni une zone de guerre, ni fermée pour des raisons écologiques. Elle est interdite à cause de ce qui s'y est passé, et parce qu'une grande partie de cette histoire reste enfouie sous la surface. L'île de Poveglia se trouve dans la lagune de Venise, à moins de 15 minutes en bateau du centre-ville. Malgré sa proximité avec l'une des villes les plus visitées d'Europe, elle est fermée au public depuis des décennies. L'histoire de l'île commence avec la peste. Au fil de plusieurs épidémies survenues entre le XIVe et le XVIIe siècle, les autorités ont transformé Poveglia en station de quarantaine. Les navires soupçonnés de transporter l'infection y étaient détournés et toute personne présentant des symptômes était débarquée sur place. Des milliers de personnes y sont finalement mortes et des fosses communes ont été creusées pour faire face à un nombre de corps aussi élevé. Des études ultérieures suggèrent qu'une part importante du sol de l'île est aujourd'hui mêlée à des restes humains et à des cendres de crémation issues des pires vagues de l'épidémie. Comme si cela ne suffisait pas, au début du XXe siècle, l'île a de nouveau changé de vocation, cette fois en hôpital psychiatrique. L'établissement n'a fonctionné que quelques décennies, mais cela a suffi à ajouter une couche supplémentaire à sa sinistre réputation. L'hôpital a fermé et a été abandonné dans les années 60, laissant derrière lui des bâtiments en ruine, des pavillons scellés et du matériel médical toujours sur place. Aujourd'hui, l'île est considérée comme structurellement dangereuse. Ces bâtiments sont instables, le sol s'est érodé, et il n'existe tout simplement aucune infrastructure pour accueillir des visiteurs.
Les autorités la maintiennent totalement interdite d'accès, n'autorisant que de rares entrées pour des travaux d'entretien ou des recherches. Plusieurs tentatives ont été faites au fil des ans pour vendre ou rouvrir l'île, mais aucune n'a abouti. Les riverains s'opposent largement à toute idée de réaménagement et les autorités continuent d'invoquer des risques pour la sécurité et des enjeux de préservation pour justifier sa fermeture. Le caractère interdit de Poveglia ne tient pas uniquement à la distance ou à une protection légale. Il tient au poids considérable de morts, d'abandon et de délabrement concentrés sur un si petit espace, quelque chose que la ville environnante semble avoir choisi de simplement laisser en paix. La 7e île de cette liste se trouve au large de la Caroline du Sud, aux États-Unis. Elle n'est pas interdite pour des raisons historiques ou secrètes. Elle est fermée à cause de ce qui y vit réellement, des créatures porteuses de maladies représentant une menace sérieuse pour la santé humaine. Une seule erreur, une morsure ou une griffure pourrait avoir des conséquences allant bien au-delà du rivage de l'île. Morgan Island abrite l'une des plus grandes colonies de macaques rhésus, en liberté de toute l'Amérique du Nord. Cette colonie a vu le jour à la fin des années 70, lorsqu'environ 1400 singes y furent transférés dans le cadre d'un programme de recherche biomédicale de longue durée. Depuis, leur nombre a grimpé jusqu'à plusieurs milliers, répartis sur une île sans habitants humains permanents. L'une des principales raisons pour lesquelles l'île reste fermée tient au virus de l'herpès B, très répandu chez ces singes. Pour les macaques eux-mêmes, il est généralement inoffensif et souvent dormant. Chez l'humain, en revanche, il peut provoquer de graves atteintes neurologiques et présente un taux de mortalité élevé en l'absence de traitement. La moindre exposition, une griffure, une morsure ou un contact avec de la salive, est traitée comme une urgence médicale. L'île fonctionne donc, dans les faits, comme une barrière de biosécurité. Tenir les gens à l'écart des singes n'est pas une simple recommandation, c'est toute la stratégie de sécurité. Le moindre faux pas pourrait exposer quelqu'un à un virus que le corps humain n'est tout simplement pas capable de gérer. Bien que l'île paraisse totalement sauvage de loin, la colonie est en réalité surveillée de très près. Chaque singe porte un numéro d'identification tatoué, généralement sur le torse ou l'intérieur de la cuisse, ce qui permet aux chercheurs de suivre chaque animal, ses lignées familiales et son état de santé au fil des ans. Toute cette surveillance se fait à distance, sans que personne ne mette réellement le pied sur l'île, afin d'éviter tout risque inutile. La localisation joue également un rôle. L'île est suffisamment proche du continent pour qu'une faille dans le confinement représenterait un véritable problème de santé publique. C'est justement cette proximité qui explique un contrôle d'accès aussi strict. En définitive, Morgan Island reste interdite parce qu'elle fonctionne comme un laboratoire vivant et la seule mesure de sécurité réellement efficace est l'absence totale d'êtres humains. La 8e île de cette liste se trouvait autrefois en Asie centrale, dans ce qui était alors la mer d'Aral, entre le Kazakhstan et l'Ouzbékistan actuel. Elle fut choisie spécifiquement pour son isolement, utilisée pour des essais, et délibérément tenue à l'écart des cartes officielles pendant des années. Ce qui s'y passait réellement est resté caché durant des décennies, et au moment où le programme prit fin, l'île elle-même avait littéralement cessé d'exister. L'île de Vozroïdeni se trouvait autrefois en plein cœur de la mer d'Aral, entre le Kazakhstan et l'Ouzbékistan actuel. Pendant la guerre froide, son éloignement en faisait un lieu parfait pour garder des secrets. Et c'est précisément pour cela qu'elle fut choisie. Dès les années 50, elle devint l'un des principaux sites de tests d'armes biologiques. Les chercheurs y expérimentaient certains des agents pathogènes les plus mortels connus à l'époque. Anthrax, variole, peste et tularemie. Et cela ne se limitait pas à de simples simulations en laboratoire. Des agents vivants étaient réellement relâchés en plein air afin que les scientifiques puissent observer jusqu'où ils se propageaient, combien de temps ils survivaient et à quel point ils s'avéraient efficaces comme armes. Le secret entourant ce programme était si absolu que beaucoup de ceux qui y travaillaient ignoraient même exactement ce qu'ils manipulaient. Des accidents se produisirent également. Dans un incident documenté, un bateau de recherche s'est approché trop près d'une zone d'essai et une femme à bord est morte plus tard après avoir inhalé de l'anthrax en aérosol. Lorsque le gouvernement à l'origine du programme s'est effondré, l'installation fut abandonnée en l'espace de quelques jours à peine. Avant de partir, les scientifiques ont tenté de neutraliser les stocks restants en enterrant d'énormes quantités de spores d'anthrax vivantes dans des fosses et en les aspergeant de produits chimiques. Le nettoyage, cependant, fut bâclé et resta inachevé.
Avec des décennies de détournement des eaux ayant progressivement réduit la mer environnante, l'île perdit peu à peu l'isolement même qui l'avait rendue utile. Au début des années 2000, Vozrojdený avait complètement cessé d'être une île, désormais reliée physiquement au continent. Ce changement a suscité une réelle inquiétude quant au risque que des animaux ou des personnes s'aventurent sur des terrains contaminés. En réponse, des équipes internationales ont fini par intervenir pour sceller et décontaminer plusieurs des sites d'enfouissement, même si des inquiétudes subsistent quant à ce qui pourrait encore reposer sous le sol. Vozrojdený demeure interdite parce qu'elle fut construite pour des armes qui ne devaient jamais s'échapper et parce que la géographie qui les avait autrefois confinées a fini par céder. Notre 9e île se trouve dans l'est de l'océan Pacifique, à des milliers de kilomètres du continent le plus proche. Elle appartient techniquement à la France, mais pendant de longues périodes, absolument personne ne surveillait ce qui s'y passait. L'isolement n'a pas seulement rendu la survie plus difficile, il a permis à quelque chose de bien plus sombre de s'installer. Et une fois que c'est arrivé, il n'y avait plus aucune issue pour ceux qui s'y trouvaient les piégés. L'île de Clipperton est un petit atoll corallien situé dans l'est du Pacifique, à environ 1300 km au sud-ouest du Mexique. Bien qu'elle appartienne à la France, son emplacement est si isolé que, pendant des années, elle a pratiquement échappé à toute véritable surveillance. Au début du XXe siècle, des colons se sont installés sur Clipperton pour soutenir l'exploitation du guano et affirmer une revendication territoriale. Une petite communauté s'est formée, composée de travailleurs, de leurs familles et d'une petite garnison militaire. Des navires de ravitaillement devaient les approvisionner régulièrement. Puis, avec le temps, ces navires ont cessé de venir. Alors que les troubles de la révolution mexicaine s'intensifiaient, les missions de ravitaillement furent perturbées, puis finalement abandonnées. Peu à peu, la maladie et la famine se sont installées. Les hommes adultes de l'île sont morts les uns après les autres, jusqu'à ce qu'il ne reste plus qu'un gardien de phare armé. Sans aucune autorité à qui rendre des comptes, il s'est autoproclamé maître de l'île. Pendant les années qui suivirent, l'homme que l'on surnommera plus tard le roi de Clipperton régna sur les femmes survivantes par la pure terreur et la violence. Il amassa des armes, imposa l'obéissance par la force et tua quiconque osait lui résister. Il n'y avait aucune échappatoire. L'île était bien trop isolée de tout, et aucun navire de passage ne s'en approchait jamais assez pour être aperçu. En 1917, après des années de sévices, les survivantes finirent par le tuer, à l'aide d'un marteau et d'un couteau. Quelques mois à peine plus tard, un navire de guerre de passage s'approcha de l'île et découvrit les survivantes gravement dénutries, profondément traumatisées, à peine accrochées à la vie. Peu après, l'île fut complètement abandonnée. Aujourd'hui, elle ne compte aucun résident permanent. Y accéder implique des restrictions sérieuses en raison de son éloignement, de l'absence d'infrastructures et de son statut protégé. Les débarquements nécessitent une autorisation officielle et demeurent rares. La réputation d'île interdite de Clipperton ne tient donc pas vraiment à ce qui s'y trouve aujourd'hui. Elle trouve sa source dans la façon dont un isolement total a autrefois permis à un pouvoir absolu de s'imposer, sans témoins et sans limite, faute de quiconque pour intervenir. Après avoir passé en revue ces 9 lieux aussi étranges qu'inquiétants, une seule question demeure. Laquelle de ces îles vous a semblé la plus troublante ou la plus surprenante ? Dites-le nous en commentaire. Si ce tour d'horizon vous a plu, n'hésitez pas à laisser un like et à vous abonner pour ne rien manquer de la suite. Et si les montagnes interdites ou d'autres coins étranges du monde vous intéressent, il y a encore beaucoup à découvrir. Merci d'avoir regardé.